L'immobilier est un secteur fascinant, souvent perçu comme une voie royale vers l'enrichissement personnel et financier. Pourtant, ce domaine de l'immobilier est également parsemé de croyances populaires qui peuvent s'avérer trompeuses pour les investisseurs novices, mais aussi pour certains investisseurs assez expérimentés, en tout cas qui ont déjà acquis un certain nombre de biens. Dans cette vidéo, nous allons explorer et déconstruire 9 idées reçues majeures afin de clarifier les choix stratégiques pour réussir dans ce secteur de l'investissement immobilier. Alors j'avais déjà fait une vidéo en 2021 sur les 7 mensonges les plus courants dans l'investissement immobilier locatif. Alors pourquoi je refais une vidéo? Alors déjà, si je suis transparent, il faut toujours regarder, comme le disait Charlie Munger, les incentives des autres, parce que cette vidéo à l'époque, elle avait bien marché. Moi, mon intérêt quand je fais des vidéos YouTube, c'est de faire un nombre de vues important. Donc je me dis, voilà, refaire les fausses croyances, ça peut être intéressant. Mais, et là c'est quelque chose qui vous intéressera plus, c'est aussi parce que ces croyances et ces mensonges, elles ont évolué. Le marché, les contraintes ont évolué, donc finalement, on ne retrouve plus exactement les mêmes mensonges, les plus courants en tout cas, ou les mêmes fausses croyances que l'on avait en 2021. D'ailleurs, à l'époque, j'en avais 7, il y en a que je ne reprends pas dans cette liste, et aujourd'hui, j'en ai trouvé 9. Donc la première fausse croyance de l'immobilier, c'est que la résidence principale est absolument à éviter. Alors, elle était déjà dans la liste des 7 mensonges, mais elle n'était pas reprise à ce point-là. Donc, premier biais sur la résidence principale, l'une des informations les plus fréquentes entendues dans les cercles d'investisseurs est que la résidence principale est un passif et non un actif. Cette idée repose sur la définition de Kiyosaki selon laquelle un actif doit générer des revenus. Cependant, ce n'est pas la définition comptable et c'est une vision simplifiée qui ignore les fondamentaux, puisque d'un point de vue purement comptable, une résidence principale, c'est bien un actif. De plus, posséder une résidence principale, ça permet d'obtenir du capital à chaque mensualité de crédit, ce qui construit une forme d'épargne forcée. Et contrairement à un loyer, qui lui va augmenter avec l'inflation, avec l'IRL qui le révise de 2 ou 3% par an, les mensualités d'un prêt immobilier vont rester fixes, voire elles vont être renégociables en cas de baisse des taux. Et donc, à long terme, un propriétaire finit par être libéré de sa dette, ce qui améliore sa situation financière. Et cette situation financière n'est pas améliorée qu'en fin de prêt, puisqu'on voit qu'effectivement, comme sa dette reste fixe et qu'il y a de l'inflation qui vient, et donc en théorie, ses revenus augmentent, et bien finalement, son poids de sa dette de résidence principale, dans ses charges, elle diminue en monnaie réelle. Par ailleurs, une résidence principale peut devenir un levier pour financer des investissements futurs grâce à des garanties hypothécaires. Et si on va un peu dans ce thème-là, on voit effectivement aussi quand on dénonce cet investissement dans la résidence principale, qu'on voit dans beaucoup de vidéos YouTube, que mieux vaut louer sa résidence principale et investir ailleurs. C'est ce qu'affirment en tout cas certains investisseurs qui disent qu'il est plus judicieux de louer son logement principal pour maximiser ensuite sa capacité d'endettement en investissement uniquement dans le locatif. Alors, cette stratégie peut certes être pertinente dans certains cas, mais elle n'est pas forcément universelle. Et notamment les banques qui sont un peu moins généreuse dans la distribution du crédit actuellement, en tout cas par rapport à ce que j'avais fait en 2021, eh bien, elle considère potentiellement que le fait d'avoir sa résidence principale, ça augmente le scoring bancaire puisqu'elle prouve la capacité de l'emprunteur à gérer un crédit à long terme. Enfin, l'histoire de la résidence principale, c'est pas quelque chose qui est applicable en tout lieu, en tout temps, puisque finalement, la pertinence de l'achat de la résidence principale, elle dépend fortement de la localisation. Dans des zones où les prix d'achat sont élevés et les loyers raisonnables, la location peut être préférable, alors qu'à l'inverse, dans les zones où les prix d'achat sont plus accessibles, eh bien, être propriétaire de sa résidence principale sera un meilleur choix. Donc voilà pour cette première fausse croyance. Deuxième fausse croyance, investir en locatif judicieusement est forcément synonyme de cash flow positif. Alors, j'avais déjà dénoncé le tout cash flow dans ma précédente vidéo. Alors, le concept de cash flow positif, il est souvent présenté comme le Graal de l'investissement locatif. Pour rappel, le cash flow, ça correspond à la différence entre les revenus générés par un bien, donc les loyers, et les dépenses associées, crédit, taxes, entretien, gestion. Si ce chiffre est positif, cela signifie que le bien génère un surplus financier chaque mois. A l'inverse, s'il est négatif, ça veut dire que vous avez besoin de fournir un effort d'épargne pour cet investissement. Cependant, obtenir un cash flow réellement positif et durable n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. De nombreux investisseurs, séduits par des promesses, sous-estiment les frais imprévus.
Travaux supplémentaires, vacances locatives, charges imprévues, fiscalité. Et dans certains cas, et c'est là que ça devient problématique, pour maximiser ce fameux cash flow, les biens sont situés dans des zones peu attractives, augmentant ainsi le risque de vacances locatives. Ainsi, le cash flow ne devrait pas être la seule métrique à considérer. On le rappelle, il y a 3 vecteurs d'enrichissement dans l'immobilier locatif si on raisonne à long terme: le potentiel cash flow positif, l'amortissement du capital et l'éventuelle plus-value. Alors moi, j'ai toujours dit dans mes livres immobiliers, effectivement, que j'aimais bien avoir un cash flow proche de zéro. Ça, c'est pour éviter l'effort d'épargne et aider à enchaîner les biens. Ça, c'est vrai. Mais par contre, je ne recherche pas forcément le cash flow positif vu comme une rente. C'est ça un peu la problématique dans la fausse croyance. Puisqu'en fait, l'enrichissement immobilier qui pèsera véritablement à long terme, ce ne sera pas le cash flow positif vu comme une rente, ce sera le remboursement du capital et l'éventuelle plus-value. Ça pèsera toujours plus que ce fameux cash flow positif. Sachant que le remboursement du capital, il est certain, et que l'éventuelle plus-value, on ne peut pas en être certain, donc ce n'est qu'une cerise sur le gâteau. Quand elle est là, elle peut être puissante, mais elle n'est pas là forcément à tous les coups, et il y a forcément un peu d'incertitude au moment où on fait l'investissement là-dessus, puisque la plus-value, c'est un pari. Troisième fausse croyance, l'achat-revente est un moyen facile de s'enrichir. Alors ça, elle n'était pas dans la précédente vidéo de 2021, puisqu'à l'époque, c'était moins à la mode. Alors je pense que ça devient à la mode parce qu'on essaie de se détourner des vents contraires, les taux un peu plus hauts, les normes HCSF, etc. Donc l'achat-revente ou la stratégie de valorisation rapide, ce qu'on appelle les flips immobiliers, elle est souvent décrite comme une méthode rapide et efficace pour gagner de l'argent. Cependant, cette activité est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Premièrement, l'achat-revente est une activité commerciale réglementée, nécessitant souvent un statut juridique spécifique, comme une société de marchand de biens. Les bénéfices sont soumis à taxation et les erreurs dans l'évaluation des coûts peuvent facilement transformer une opération rentable en un échec financier. De plus, le succès de ce genre d'opération repose sur une gestion des travaux avec une certaine expertise, une parfaite connaissance du marché et une excellente capacité de négociation. Enfin, le nerf de la guerre là-dedans et ce qui va influencer considérablement la rentabilité, ce sont les délais de revente. Un bien invendu pendant plusieurs mois peut générer des coûts financiers, notamment en intérêts d'emprunt, qui vont annuler les bénéfices escomptés. Et des opérations finalement d'achat-revente qui se retrouvent parce qu'il y a eu des vents contraires à faire des moins-values ou à faire zéro de bénéfices malgré un temps important passé dessus, ça existe. Ça, dans les fausses croyances, on pense que ça n'existe pas. Quatrième fausse croyance que j'ai relevée, je vais passer assez vite dessus, l'immobilier est une solution instantanée pour devenir riche. Bon, ça on l'avait déjà, hein, c'est les fameux rentiers en 18 mois, etc. Beaucoup d'influenceurs et de vendeurs de formation laissent entendre qu'il est possible de devenir financièrement indépendant en quelques mois grâce à l'immobilier. Cette idée repose souvent sur des exemples biaisés ou exceptionnels. En réalité, l'immobilier est un investissement à moyen et long terme, et construire un patrimoine, ça nécessite du temps, des efforts et une gestion rigoureuse. Les stratégies instantanées comme l'achat-revente ou la location courte durée peuvent rapporter rapidement, mais elles comportent aussi des risques importants et demandent un investissement en temps et en compétences. Moi-même qui ai acquis aujourd'hui l'indépendance financière grâce à mon patrimoine, je côtoie aujourd'hui des gens qui sont véritablement indépendants financièrement, qui vivent de l'immobilier, comme on le voit un peu dans ces catchphrases, mais par contre, aucun de ces rentiers ou de ces gens indépendants financièrement s'appuie sur un cash flow qu'ils ont construit en 18 mois pour considérer être indépendants financièrement. Ils s'appuient sur un patrimoine net et ils s'appuient finalement sur les investissements qu'ils ont faits potentiellement il y a 10 ans. Et quand on a déjà 10 ans de remboursement de capital sur plusieurs biens, qui nous permet d'avoir un certain patrimoine net et de pouvoir se considérer indépendant financièrement. Mais voilà, on raisonne sur un stock, le patrimoine net, et non sur un flux comme le cash flow. De plus, ça a été construit en un certain nombre d'années, autour de 10 ans, et non en 18 mois. Cinquième fausse croyance, les logements atypiques ou la location courte durée sont des mines d'or. Alors les logements atypiques, on a parlé des love rooms par exemple, ou la location courte durée, séduisent de nombreux investisseurs par leur potentiel de rendement élevé. Toutefois, ces stratégies comportent leurs propres défis. Les charges d'exploitation, telles que le ménage et l'entretien, sont beaucoup plus élevées que pour une location classique. De plus, ces activités sont souvent soumises à des réglementations locales strictes qui peuvent évoluer et donc limiter leur viabilité à long terme. De même, la conjoncture peut limiter la viabilité à long terme. On aura moins d'étudiants dans 10 ans à cause des évolutions démographiques, et puisqu'on a les naissances, on les connaît, donc on sait ce qui se passe dans 20 ans, est-ce qu'on aura autant besoin de colocation qu'il y a aujourd'hui? Les modes de vie peuvent changer, la colocation peut devenir moins à la mode, on a un peu tout ça. Et bien sûr, il y a des gens qui oublient que ces investissements de ce type-là, ça demande une implication personnelle importante, ou
Sinon, le recours à des prestataires de services, ce qui réduit les marges. Évidemment, si vous ne faites pas appel à des prestataires de services, mais que vous ne comptez pas le coût du temps que vous y passez, eh bien, vous aurez une vision biaisée de la rentabilité de ces projets-là. Sixième fausse croyance, les taux d'emprunt sont hauts, donc ce n'est plus intéressant l'immobilier locatif. Alors ça, évidemment, c'est une fausse croyance qui est nouvelle par rapport à ma vidéo des mensonges de l'immobilier de 2021, puisqu'à l'époque, les taux étaient autour de 1%. Alors là, c'est un peu l'inverse des autres fausses croyances, parce que là, ce n'est pas une fausse croyance pour faire n'importe quoi, c'est plus une fausse croyance qui est prise comme excuse pour ne pas avancer. Alors d'une part, les taux ne sont pas hauts, ils sont, on va dire, à haut niveau normal. C'est plutôt les taux à 1% à l'époque qui était l'exception et quelque chose de plutôt anormal. De plus, les gens n'en ont pas conscience, mais le crédit immobilier en France, c'est quelque chose d'exceptionnel. On retrouve ça, cette spécificité française, dans nul autre pays au monde. De quelle spécificité française je parle ? Eh bien, de pouvoir emprunter à taux fixe sur une longue durée, avec des pénalités négligeables si on renégocie ultérieurement le taux à la baisse. Pile, les taux montent, l'inflation va vous permettre de rembourser en partie en monnaie de singe, notamment sur la fin de votre crédit. Face, les taux baissent, eh bien vous ne perdez pas puisque vous pouvez renégocier à la baisse quasi sans pénalité. Dans d'autres pays que la France, soit vous ne pourriez emprunter qu'à taux variable, soit si vous empruntez à taux fixe, eh bien si les taux baissent et que vous vouliez renégocier, votre pénalité de renégociation, ce serait ce qu'on appelle un delta de swap, et elle serait tellement importante que finalement, il n'y aurait pas d'intérêt de renégocier parce que vous paieriez l'intégralité du coût du delta de taux. Et d'autre part, il y a toujours une excuse pour ne pas avancer. Moi, quand on me dit les taux aujourd'hui sont trop hauts, ce que tu as fait, ce n'est pas reproductible, je rappelle toujours quelque chose. Je dis, ma génération qui a commencé ses investissements locatifs dans la décennie précédente, c'est-à-dire au début des années 2010, on nous disait exactement la même chose. On nous disait, oui, mais ce qu'ont fait ceux de la génération de 2000 à 2010, ce n'est pas reproductible parce qu'aujourd'hui, les prix sont plus hauts. Exactement comme aujourd'hui, on me dit, ce que tu as fait, ce n'est pas reproductible parce que les taux sont plus hauts. Donc ça, c'est plutôt le genre de fausse croyance qui est une excuse pour ne pas avancer. Aujourd'hui, non seulement les taux sont à un niveau normal, et en plus, le crédit immobilier est particulièrement généreux sur sa forme en France. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais du coup, il faut profiter de cette spécificité française. C'est quand même loin d'être si souvent que ça que l'on a une spécificité française qui finalement nous avantage par rapport aux autres pays. D'habitude, c'est plutôt l'inverse avec toutes les réglementations pesantes que l'on peut avoir et qui empêchent finalement la libération de la création de valeur. Septième fausse croyance, tout le monde peut devenir marchand de biens. Alors ça, pareil, c'est nouveau, c'était pas encore à la mode dans ma précédente vidéo de 2021. L'activité de marchand de biens, qui consiste à acheter des biens immobiliers pour les valoriser et les revendre, est souvent perçue comme accessible à tous. Pourtant, elle nécessite des compétences spécifiques et une capacité financière solide. Les banques sont particulièrement exigeantes avec les marchands de biens, demandant souvent des apports importants et des preuves de réussite passée. Par ailleurs, les projets doivent être particulièrement bien calibrés pour éviter que les frais financiers, intérêts ou taxes ne grèvent les bénéfices. Un débutant peut donc se retrouver rapidement dépassé par les contraintes administratives, financières et techniques de ce métier particulier. Des premières expériences dans l'investissement locatif et la rénovation sont souvent particulièrement recommandées avant de se lancer en tant que marchand de biens. Donc le marchand de biens, contrairement à ce qu'on voit parfois, c'est quelque chose pour l'investisseur locatif qui est déjà bien expérimenté. C'est un peu l'étape d'après. C'est pas quelque chose par lequel on commence ou vers lequel on va aller après un premier bien locatif, je cite, pour aller plus vite sans contrainte. Et il faut avoir quand même de l'expérience à son actif et les banques vont regarder ça. Huitième fausse croyance de l'immobilier, à 35% de taux d'endettement, c'est fini. Alors ça, évidemment, c'est nouveau, hein, c'est les normes HCSF qui font que cette fausse croyance arrive. Alors d'une part, non, ce n'est pas totalement vrai, car les banques ont des dérogations. Et vous dites, oui, mais elles ne les utilisent pas. Eh bien si, elles les utilisent, mais cela nécessite d'être un bon client, c'est-à-dire garder quelques placements chez la banque, même s'ils sont moins performants que les comptes en ligne, prendre un package avec la carte de crédit la plus chère, etc. Alors là, on est un peu dans un dilemme, puisqu'en fait, le patrimoine net rassure la banque. Mais les clients qui savent optimiser, et en principe, ceux qui regardent ma chaîne, c'est souvent le cas, eh bien, ils vont avoir des assurances vie en ligne qui sont plus performantes que celles de la banque. J'en ai recommandé sur certaines vidéos d'ailleurs pour investir en bourse ou en ETF. Ils vont avoir des brokers bourse et pas utiliser le compte-titre de la banque, sauf peut-être ceux qui sont au Crédit Agricole chez Investeur Intégral. Et ces clients, finalement, des banques, ça ne va pas être leur préféré, car elles se disent qu'elles ne pourront pas, entre guillemets, les tondre si on est transparent. Et donc, si vous êtes suffisamment solide en revenus,
même si ça peut paraître contre-intuitif, il peut être préférable de cacher certaines parties de votre patrimoine. Et ce, afin que la banque vous voit plus comme un client à potentiel. Par exemple, ne lui montrez pas tel PER en ligne déjà ouvert et oubliez ces quelques dizaines de kilos euros placés dessus quand vous faites l'inventaire de votre patrimoine net. Comme ça, la banque se dira, bah oui, il est fiscalisé à un certain niveau, je vais lui vendre un PER. Donc oui, il faut la jouer beaucoup plus subtile qu'avant, quand les vannes étaient ouvertes sans restriction et que les banques distribuaient le crédit à volo. Mais non, on n'est pas limité à 35% quoi qu'il arrive. D'abord par ce cas un peu sur l'emprunt en tant que particulier que j'ai dit. En passant pour un bon client de la banque, on peut aller dans les dérogations. Et d'autre part, il y a une autre solution, c'est de passer en société, une fois que vous êtes arrivé à 35%, SCI à l'IS, SARL de famille, ou encore de viser des biens différents, comme des murs de commerce. Et alors, dans beaucoup de banques, on est alors plus considéré comme particulier, mais plutôt comme un client professionnel. Et qui dit client ou crédit ou emprunt professionnel, ça veut dire qu'on est plus soumis au quota HCSF. Et finalement, on se retrouve dans la situation qu'on avait précédemment, où on va calculer votre reste à vivre, votre solvabilité, et on n'est plus finalement dans ces histoires de quotas. Et enfin, la 9e croyance, le LMP, loueur en meublé professionnel, c'est pourri. On est tout pour le LMP, c'est pourri. Alors celle-là, on l'avait déjà dans ma vidéo dès cette mention de l'immobilier de 2021. Alors oui, le LMP vous fait payer des cotisations SSI par rapport au régime LMNP, mais d'une part, tant que vous êtes en résultat BIC négatif, ça va se limiter à 1000 et quelques euros par an. Et le LMP, il a aussi quelques avantages par rapport au régime LMNP. Notamment deux, c'est l'exonération de la plus-value long terme, donc les plus-values à plus de 5 ans. Et donc pour celui qui a une stratégie qui inclut des arbitrages tous les 6 ou 7 ans, eh ben, ça va être nettement plus intéressant que les exonérations du régime des particuliers. Et le deuxième, c'est que c'est considéré comme une véritable activité. Donc si un jour vous voulez vivre de l'immobilier, comme on voit partout, eh bien d'une part, vous continuerez à faire 3 trimestres de retraite par an. Ça, c'est intéressant pour celui qui a déjà beaucoup cotisé, qui par exemple passe en mode indépendance financière à 45 ou 50 ans et qui a eu un bon salaire avant en France. Eh bien, ça va lui éviter des décotes, il va continuer à faire des trimestres. Et surtout, vous n'aurez pas de problème avec la fameuse taxe PUMA, dite taxe du rentier, à laquelle vous êtes en pratique soumis quand vous n'avez plus de revenus d'activité et que vous tirez tous vos revenus de votre patrimoine. Donc non, le LMP, ce n'est pas totalement pourri, il ne faut pas être aussi manichéen. Alors ce n'est pas parfait pour tout le monde, mais selon les situations et les objectifs, cela peut même être une bonne solution. Donc il ne faut pas être manichéen, le LMP, c'est à considérer. C'est pas parfait, mais c'est pas pourri non plus, donc on peut débunker cette fausse croyance. Donc en conclusion, l'immobilier est un domaine passionnant et accessible, mais il est crucial de déconstruire les idées reçues pour éviter les erreurs coûteuses. Finalement, ces 9 idées reçues, elles entraînent des erreurs coûteuses à ceux qui les croient mordicus. En comprenant les réalités derrière ces idées reçues, vous pourrez établir des stratégies adaptées à vos objectifs et à votre situation. Investir dans l'immobilier, c'est avant tout faire preuve de patience, d'analyse et d'adaptation. Ce n'est pas une course à la richesse instantanée, mais un chemin vers la construction d'un patrimoine durable et sécurisé. Donc j'espère que si vous étiez soumis à certaines de ces 9 fausses croyances, eh bien vous serez, grâce à cette vidéo, prêt à vous lancer sur de meilleures bases ou à continuer vos investissements sur de meilleures bases. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle mes livres. Alors notamment, là on parlait d'immobilier, donc mes 2 livres immobiliers, mais j'ai aussi des livres sur la bourse et sur l'entrepreneuriat que vous retrouverez en description de la vidéo. Je vous mets également dans la vidéo pas mal de petits bonus gratuits à télécharger qui vous aideront dans vos investissements. Donc n'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, de la commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Blog Mes Investissements et sur le site associé mes-investissements.net.